sais que tu veux développer un petit peu cette chronique autour finalement de ce que révélait ou de ce qui est en train de révéler ou de ce qui est en train de se révéler suite à la couverture de The Economist de Eh oui, 2026 qui bien finalement on commence à mieux comprendre bien actuellement ce sûr. que ce magazine britannique voulait nous signifier au travers sa couverture 2026. Nous t'écoutons, Scheherazade. Et oui, comme tu le dis très bien, il y a des moments où il y a plusieurs événements qui semblent venir d'univers différents, mais en fait qui parlent de la même chose. Alors tu citais effectivement d'un côté cette couverture de magazine The Economist, The World Ahead 2026, une carte symbolique des tensions du monde. On a aussi d'un autre côté, et c'est d'actualité, un film hollywoodien, le film Disclosure Day de Steven Spielberg. Un film qui met en scène le choc d'une révélation sur les extraterrestres. Puis, on va mettre un troisième événement en parallèle, les annonces officielles autour justement du phénomène UAP des ovnis qui ont été identifiés et déclassifiés récemment aux États-Unis. Ce sont des documents qui sont officiels sur des phénomènes aériens qui ne sont pas identifiés. Je ferai une rubrique très prochainement sur ce sujet, si cela vous intéresse, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir là-dessus. Et le quatrième événement qu'on peut mettre en perspective, c'est cette fameuse Coupe du Monde, la Coupe du Monde 2026, un immense catalyseur émotionnel de masse. Donc, quand on prend tous ces événements, on se dit que cela appartient à des registres distincts. Mais si on y regarde de plus près, on voit qu'il se dessine quelque chose de plus profond. Une question sur le secret de la révélation et sur le contrôle du récit, qui devient centrale. Et c'est aujourd'hui cette idée que je voudrais qu'on puisse développer ensemble. Alors, on ne va pas aller sur le côté sensationnel, pas sur celui de la croyance. On va avoir une lecture un petit peu plus géopolitique, culturelle et symbolique de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Parce que, je ne sais pas si tu l'as noté, mais cette année, on peut faire un petit peu ce bilan, puisqu'on est au milieu de l'année 2026. Il y a quelque chose qui semble obséder la plupart de ceux qui nous dirigent, c'est cette idée de ce qui est caché et comment cela doit être montré. Comment préparer les esprits à ce qui va être révélé. Et donc, ce qui est caché commence à remonter et devient montrable. Ce qui pendant longtemps était considéré comme étrange pour entrer dans le débat public. Et évidemment, nos élites gouvernantes, elles, veulent nous vendre une réalité qu'ils considèrent comme étant le nouveau monde, alors qu'en réalité, vous allez voir au travers de cette lecture, le monde réel, lui, il est déjà ailleurs. Alors, je vais poser juste une chose, une façon de comprendre un petit peu cette rubrique pour vous inviter, à ceux qui m'écoutent là, de changer votre position intérieure. Je vais vous inviter de passer du spectateur, juste de la rubrique, à lecteur. Du consommateur d'images, on a tellement cette habitude aujourd'hui. J'aimerais qu'on puisse entrer dans cette phase de témoin conscient de ce qui se passe. Et je vous emmène avec moi. Alors, pour comprendre cela, il faut voir qu'aujourd'hui, on est dans une période de fragilisation des récits officiels. On le sent. Au travers de tous les événements politiques. Pendant des décennies, les institutions, les États, l'armée, les médias, toutes les organisations internationales, les grands groupes culturels, tous pouvaient imposer un cadre de lecture qui, lui, était relativement stable. Les informations, elles arrivaient de manière hiérarchisée. Les fuites, elles étaient très rares. Et le temps long dominait encore en partie le temps médiatique. Tout était beaucoup plus lent. Aujourd'hui, vous noterez que ce modèle, lui, il s'est affaibli parce que les réseaux sociaux sont présents, que les plateformes vidéo sont accessibles à tous, que les lanceurs d'alerte font leur travail et la multiplication des sources donne une accélération géopolitique qui rend
le secret pour ces élites, notamment, et ces institutions difficiles à maintenir. Parce qu'en parallèle, nous, citoyens, jusqu'à présent, faisons confiance aux institutions, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous demandons tous des preuves, des documents, des images, des extraits, des archives, pour pouvoir y croire. Et c'est dans ce contexte qu'apparaît une tension centrale. Plus les institutions essaient de garder le contrôle du récit, et plus le public, lui, soupçonne qu'il existe quelque chose de plus vaste derrière les messages officiels. Et c'est là que la culture populaire, les médias de prospective et les révélations institutionnelles, tout commence à converger. Alors, cette fameuse couverture de The Economist, qui est une pièce de ce puzzle, et ce type de couverture n'est pas un simple exercice graphique, évidemment, c'est codifié. Il faut le lire comme une synthèse visuelle des inquiétudes qui sont dominantes de notre époque. The Economist n'est pas en train de prédire le futur de manière magique, mais il a mis en image les tendances lourdes, les rivalités entre puissances, les fragmentations économiques, les tensions technologiques, crise de confiance, tout cela sous forme de guerre d'information. Je vous passe le côté santé, biotech, on en a déjà parlé, mais tout ça était déjà inscrit et c'est important de le comprendre. Autrement dit, cette couverture, elle agit comme un condensé symbolique. Et elle dit quoi à celui qui la regarde? Elle dit, voilà les zones de tension de l'année qui vient. Voilà les sujets qui vont structurer le monde. Mais dans ce type d'image, tout compte. Si vous regardez les objets, les couleurs, les personnages, les symboles, les associations, ça agit un petit peu, moi je me suis amusée à regarder, à décrypter, ça agit un petit peu presque comme un mandala circulaire. Et ça n'est pas pour rien. C'est une carte mentale. Je ne sais pas si Nicolas, tu as la possibilité peut-être de la mettre à l'image. J'aurais peut-être dû te le demander plus tôt, mais ça aurait été intéressant de rappeler ça. Sur la couverture de The Economist. Oui, ça aurait été intéressant. Il nous faut un peu de temps pour Non, mais pas de souci. On ne peut pas le faire immédiatement, mais on va la présenter. Continue à développer, oui, voilà. Elle arrive prochainement. Voilà. Alors, donc cela ne parle pas simplement de géopolitique. Elle parle aussi de la manière dont les élites lisent le chaos actuel. C'est ça qui est intéressant. C'est leur propre lecture. OK ? Et cette année-là, on le sent bien. C'est une année qui est charnière. On voit qu'il y a des tensions dans le monde. On nous présente un monde multipolaire, de la compétition technologique. Le climat informationnel, lui, il est totalement saturé, on le voit bien. Et tout cela dans une idée de désordre. D'accord ? Donc, c'est un grand tableau de bord. Elle ne donne pas toutes les réponses, mais elle m'a donné, en tout cas quand je l'ai bien observé, la tonalité du moment. On voit quoi? On voit un monde qui est fragmenté, on voit une instabilité qui est traversée par des peurs qui sont diffuses et par des accélérations historiques. Voilà. Premier élément. On va aller au second. Et vous allez voir que tout est lié. La Coupe du Monde. Alors, dans la Coupe du Monde de football 2026, qui a débuté il y a une semaine. Absolument. Alors, cette Coupe du Monde, il faut la voir comme étant un rituel, et je pèse mes mots, un rituel mondial dans un monde qui, lui, est divisé. Donc, parmi les symboles, justement, dans cette affiche de The Economist, il y a aussi le football. Donc, ça préfigure de la dynamique que ces élites veulent pouvoir aussi impulser. C'est pas simplement un tournoi sportif, c'est donc un rituel de masse planétaire. Donc, pendant quelques semaines, des milliards de personnes vont regarder les mêmes matchs, les mêmes gestes, les mêmes célébrations, les mêmes drames. Et ça, c'est un moment qui est rare, parce que le monde partage un calendrier émotionnel commun, très important. Et en 2026, cette Coupe du Monde, elle n'arrive pas dans un monde apaisé. Elle se déroule dans un environnement de tension politique, de crispation identitaire, on le voit partout, de compétition commerciale
et de rapports de force entre les États. Et comme par hasard, elle est organisée effectivement en Amérique du Nord, dans un espace où les questions de frontières, de circulation, d'image et de soft power sont particulièrement sensibles. Et c'est ce qui rend intéressant cette lecture géopolitique. Le football, vous le voyez, devient un outil de projection d'influence, mais aussi un révélateur de fractures. Il peut unifier pour certains, mais il va aussi exaspérer. Donc, on passe dans des tensions émotionnelles. Il rassemble, mais il peut être perçu comme une distraction de masse, dans une époque où les populations doutent de plus en plus des récits officiels. Effectivement. Et cela donne une idée importante. Dans les sociétés modernes, les grands événements sportifs, faut passer l'illusion que c'est juste du sport, d'accord? Ils sont aussi politiques, instrumentalisés, ils sont économiques, médiatiques et symboliques. Donc, cette Coupe du Monde devient un miroir du monde, un miroir qui reflète à la fois la volonté d'unité, puisque tout le monde regarde la même chose au même moment, et la réalité des divisions. Ça, on ne peut pas le contester, c'est le réel qui parle. On va aller sur le troisième élément que je voudrais qu'on puisse développer ensemble. Merci. Voilà, The World Ahead 2026. Donc, le troisième élément, c'est le film de Steven Spielberg, Disclosure Day. Alors, il ne s'agit pas juste d'un film de science-fiction. Je ne spoile rien. Pour ceux qui veulent aller le voir, allez le voir. Ouais. Ça fera, dans cette rubrique dont je parle prochaine que je ferai sur les extraterrestres, je parlerai aussi de ce film un peu plus en détail. Là, on va rentrer sur un autre angle. Il faut le traiter comme une machine narrative. N'oubliez pas que cela vient de Hollywood. Un bon film de ce type n'impose pas une vérité, d'accord? Chacun fait sa propre vérité. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il rend une idée pensable. Il prépare la réception émotionnelle d'un sujet. Il habitue le spectateur à une hypothèse qu'il aurait peut-être rejetée dans un autre contexte. Et c'est ça l'effet Disclosure Day. Les Disclosure Day, c'est le moment où la fiction agit comme une répétition générale du réel. Le spectateur, dans ce film, sans spolier, voit des lanceurs d'alerte, des technologies qui sont cachées, des secrets d'État, des tensions entre autorités scientifiques, militaires, des croyants et des citoyens. Tiens, ça regroupe un petit peu tout ce que déjà on parle. Et soudain, ce qui paraissait marginal jusqu'à présent devient, on peut l'imaginer, pour certains, très sérieux et de plus en plus. Et ce phénomène, il est très important parce qu'il montre comment la culture populaire peut accompagner les mutations du débat public. Jusqu'à présent, on n'en parlait pas. Aujourd'hui, c'est envisageable. Et dans un monde, lui, qui est saturé de récits, le cinéma ne sert pas non plus qu'à distraire. Il sert aussi à préparer des cadres mentaux. Il donne une forme à l'inconnu. Il transforme une question abstraite en expérience émotionnelle. Et c'est ça l'effet Disclosure Day. Il symbolise le passage d'un sujet tabou à un sujet dont on peut discuter, d'accord? Et la fiction aujourd'hui, elle ne remplace pas le réel, mais elle précède parfois, elle le précède dans l'imaginaire collectif. Totalement. Et qu'est-ce que cela fait? Qu'est-ce que cela produit dans l'esprit du public? L'effet Disclosure Day agit à 3 niveaux. On va explorer ça ensemble. Il y a le plan psychologique. Il désarme le réflexe de moquerie. Face à certains sujets, beaucoup de gens réagissent en disant d'abord non, mais bon, les extraterrestres, c'est pas sérieux, c'est pas crédible, ce n'est que du fantasme. Mais lorsqu'un film de grande ampleur comme celui-ci traite ce type de sujet avec gravité, le public accepte plus facilement d'entrer dans la possibilité. Et ça sert le récit narratif global, et vous allez comprendre. Sur le plan culturel, la fiction, elle normalise un vocabulaire. Des mots comme secret, divulgation, programme caché, non humain, transparence,
preuves, archives, circulent beaucoup plus largement. Et sur le plan politique, et la fiction dépasse la question du ridicule vers la gouvernance. Et oui, on ne parle plus seulement de croyances, mais on parle de sécurité nationale, de contrôle de l'information, de gestion des perceptions publiques. Et c'est cette bascule qui rend le film utile pour une chronique géopolitique. C'est bien pour ça que j'ai pris cela comme exemple. Il ne s'agit pas de dévoiler une vérité cachée, mais cela participe à la transformation du climat intellectuel. La fiction ne nous dit pas ce qui est forcément vrai, mais elle nous dit ce que nous sommes prêts à envisager. Quatrième sujet, toujours en lien, les UAP, les ovnis, alors qui étaient jusqu'à présent un objet marginal, aujourd'hui devient une question institutionnelle. Il faut être, les rapports sont présents, des institutions aujourd'hui en parlent. Il y a des auditions aux États-Unis, des témoignages qui ont remis le sujet sur la table publique. Il ne s'agit pas de savoir si les extraterrestres existent ou pas, chacun fera sa propre opinion. J'y viendrai sur cette autre rubrique que je ferai, mais pendant longtemps, les ovnis relevaient surtout d'une croyance populaire, un folklore. C'était isolé, les témoignages étaient isolés, ou alors c'était simplement du divertissement. Aujourd'hui, le sujet, il a changé de statut. C'est une question de sécurité, de surveillance, de collecte de données, de classification et de communication publique. Et ça, c'est un changement qui est notable. Aujourd'hui, les UAP ne représentent pas quelque chose de folklorique, mais aujourd'hui, ce monde-là a besoin de preuves et de plus en plus, on en a, d'accord ? Alors, ce phénomène, aujourd'hui, n'est pas clairement expliqué. Il y a des récits qui s'affrontent. Il y a un récit institutionnel qui cherche, lui, à minimiser, à classer, à rationaliser. Et il y a un récit alternatif qui, lui, soupçonne un secret beaucoup plus vaste. Et entre ces deux pôles, c'est ce qui se construit et c'est pour ça qu'il y a autant de tensions autour du sujet des UAP. Et ça, il faut le noter. Alors, il y a aussi ce rôle des responsables politiques et administratifs. Et on a parlé tout à l'heure de Tulsi Gabbard. Je vais en parler également. Parce que la présence de figures politiques de cette acabit dans l'administration Trump ajoute une dimension supplémentaire au débat. Et oui, il ne s'agit pas juste d'illuminés qui parlent de ce sujet du tout. Cette personnalité, elle est importante et elle incarne dans cet espace public la question de la transparence, de la sécurité nationale et du contrôle du renseignement. Il faut être précis, hein. Elle apporte tous ces éléments, mais cela signifie qu'il s'agit d'un enjeu politique aussi, en marge du champ politique. Maintenant, c'est intégré comme étant un sujet sérieux. Et ça aussi, dans le narratif global, ça fait la différence. Alors, tout cela transforme une question jusqu'à présent qui était discréditée. On ne va plus se demander, est-ce que c'est réel ? Non, mais on va plutôt se poser la question, mais qui a publié ? Pourquoi on a publié ? Qui a classifié ? Ça déplace le débat. Et donc, cela permet de quitter le récit. Et le vrai contrôle, il est là. Il est dans le contrôle du récit. C'est ça la bataille, en fait. Comme si je synthétise tous ces éléments. On va aller au cœur du sujet. La bataille principale n'est pas celle de la révélation en elle-même en réalité, mais c'est celle du contrôle du récit. Qui raconte le monde ? Qui fixe ces catégories-là ? Qui décide si un phénomène est une rumeur, une menace ou une erreur ? Eh oui, c'est là où la bataille elle est fondamentale, car le pouvoir, il ne consiste plus seulement à agir, il consiste à faire reconnaître sa propre version du réel. Ça, c'est notre pouvoir. Et en géopolitique, c'est aussi valable. Et c'est valable pour les institutions, c'est valable pour les médias, pour le cinéma, pour les sportifs. La Coupe du Monde, elle raconte une unité possible. L'affiche de The Economist raconte une cartographie du monde. Disclosure Day raconte l'angoisse
d'une vérité trop grande à pouvoir assimiler. Et le phénomène des ovnis déclassifiés raconte la difficulté des institutions à stabiliser leur récit. Et oui, nous sommes dans une époque de transition. Alors, vous commencez peut-être maintenant un petit peu à comprendre comment je fonctionne et la façon dont je présente mes rubriques. Et j'invite toujours à cette lecture en millefeuille. C'est ce que j'appelle une lecture holofractographique. Pourquoi? Parce que chacune des couches contient une réalité, d'accord? Ouais. Et chaque morceau contient déjà une part du tout. Et le visible de cette l'invisible. Oui, Nicolas, tu dis? Je disais même le tout, la fractale, c'est qu'une Absolument, partie. la fractale, exactement, absolument. Et ça apporte une autre lecture. Hein. On y va sur un plan matériel, donc c'est une première lecture. On va sur le niveau émotionnel et on va sur le niveau symbolique. Et si on prend ces trois plans-là, on commence à aller voir un petit peu plus loin que le récit qui nous est imposé. Et c'est ça qui est intéressant. Et aujourd'hui, sur le plan matériel, on observe des institutions, des médias, des films, des rapports, des enjeux géopolitiques, des compétitions technologiques et des événements mondiaux, comme le football. Sur le plan émotionnel, qu'est-ce qui se passe au travers du film Disclosure Day et pas seulement? Il y a de la peur, de la fascination, il y a de la curiosité, de la méfiance, un besoin de croire. Et oui, ça c'est important, mais aussi un besoin de comprendre. Sur le plan symbolique, on y vient, on assiste à un basculement du rapport au secret, et oui, à la vérité, au visible et à l'invisible. Le monde semble dire ce que nous croyons stable ne l'est peut-être plus. Et oui, et donc cette lecture-là permet un petit peu de voir tout cela en perspective et nous évite aussi de tomber sur des écueils comme le technocratisme froid. Voilà, hein, c'est ça et ça ne peut pas être autre chose. Non, la réalité n'est pas cela. Et sur un total ésotérisme décorrélé du réel, pas du tout. Voilà. Il faut être très clair. Aujourd'hui, notre monde traverse une crise de récit. Il y a une crise de récit. La culture populaire, elle anticipe parfois les débats publics et politiques. Les institutions, elles, sont poussées à davantage de transparence sur certains sujets. On va nous donner quelque chose, mais pas trop non plus. Les UAP, donc les ovnis, sont passés d'un sujet marginal à une question publique sérieuse. Et les grands événements sportifs et médiatiques fonctionnent comme des rituels, ça c'est clair, rituels collectifs dans un monde divisé. Alors, est-ce que cela prouve qu'il y a un plan unique, coordonné, centralisé, qui vise à orchestrer une révélation globale? Ça, c'est une question que je laisse ouverte. Ou, en tout cas, on peut y voir qu'il y a plusieurs dynamiques. Elles sont toutes différentes, mais elles convergent vers un même climat culturel, un climat de dévoilement, d'incertitude et de recomposition du récit. Au fond, ce récit nous parle d'une époque où le secret coûte de plus en plus cher, mais où la transparence totale reste impossible. C'est cela le paradoxe. Et oui, on est dans ce paradoxe-là. Les institutions, elles ne peuvent plus cacher comme avant, mais elles ne peuvent pas dire tout non plus. Les publics ne veulent plus être infantilisés, mais on n'a pas toujours accès à toute la complexité d'une problématique. Les fictions, elles anticipent les angoisses collectives, mais elles peuvent aussi les amplifier. Et les événements sportifs rassemblent. Tout cela aussi derrière des fractures. Les phénomènes UAP intriguent, mais aussi sont un terrain de bataille narratif. On est vraiment à une période charnière. Voilà, on fait ce bilan de milieu d'année. Entre visibilité, opacité d'un côté, entre savoir et doute, entre image et preuve. Et tout cela participe aussi à, comment dirais-je, à formater notre émotionnel collectif. Et oui, parce que 2026 n'est pas seulement une année d'actualité, c'est une année où la révélation devient un thème central, presque de civilisation. La couverture des The Economist, dans la carte symbolique,
donne une idée du chaos. Et oui, Mmh. la Coupe du Monde offre le grand rituel collectif. Disclosure Day rend la révélation émotionnelle pensable. Et oui, c'est possible. Les UAP, les ovnis, placent la question du secret au cœur du politique. Et oui, et quelque chose se révèle dans ce monde, où la vérité n'est plus seulement une question de contenu, mais une question de pouvoir, de mise en scène et de confiance. Et voilà le grand enjeu que nous sommes en train de vivre en ce moment. Pour découvrir la vérité, il faut savoir aussi avoir le droit de la raconter. Ça, c'est quelque chose que nos élites ont très, très, très bien compris. Je vais aller un petit peu plus loin. Donc, savoir tout ça, qu'est-ce que ça nous apporte? Rappelez-vous, je finis toujours ma chronique en étant très concret. Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Voilà. Alors, moi, je vais vous donner une clé. Vous en faites ce que vous voulez. Ces élites, elles veulent façonner notre façon de voir la réalité. Elles veulent nous vendre cela comme étant le nouveau monde. Alors que pour moi, le nouveau monde, lui, il est déjà ailleurs. Et il est justement dans toutes ces fractures que l'on peut identifier de cette matrice, dans tous ces éléments que l'on peut éclairer par notre propre esprit. Et c'est cela notre pouvoir créateur. Il est dans ce potentiel à mettre en action à chaque instant, à partir du réel, à partir de notre propre vision, de notre scénario, on fracture ainsi le récit qu'on veut nous imposer. Parce qu'en fait, la réalité, elle est faite à partir de notre regard, et c'est ça reprendre sa souveraineté. Elle n'est pas faite à partir de leur regard. Et c'est comme ça qu'on arrivera finalement à hacker, j'allais dire, leur système. Voilà, mon cher Nicolas. Très bien, bah écoutez, de toute façon, on l'a bien vu avec les films catastrophes, les films pandémiques, Oui. qui aboutissent à une pandémie dans, entre guillemets, la réalité, en tout cas, telle qu'on veut nous la présenter. Donc, on voit bien qu'il en sera peut-être demain pareil pour Disclosure Day, les UFO, et puis finalement, ce que l'on nous présentera ensuite pour orienter notre vision des choses. Et en effet, il nous faut retrouver cette maîtrise, cette souveraineté du regard qui doit être le nôtre et non celui de l'élite qui nous dirige et qu'on retrouve en effet totalement sur la couverture de The Economist 2026. Ah oui, aujourd'hui, à la lecture des événements des 6 premiers mois, on se rend compte que on a eu quand même beaucoup de clés qui nous ont été données. Mais tout ça aussi formate notre esprit à un potentiel. Voilà, hackons ce système-là en reprenant notre propre souveraineté, en se reliant à notre actualité de notre quotidien et en faisant en sorte de porter notre regard sur nos événements de vie pour en prendre pleinement possession. Et c'est là qu'on devient souverain et que, au final, peut-être que la course, là où on veut nous amener, finalement, on ira là où on décide d'y aller, et individuellement et collectivement. Voilà, mon cher Nicolas. Oui, tout à fait. Je lis ne laissez pas les événements extérieurs façonner votre perception intérieure, c'est Absolument. ça la vraie souveraineté. Je rappelle, voilà, mais enfin, l'extérieur devrait être icône de l'intérieur, et pour ça, il nous faut imposer justement ces icônes plutôt que leur narratif. C'est tout l'enjeu. Il ne s'agit pas seulement de se fermer aux perceptions extérieures, je ne pense pas. Non. Je ne suis pas personnellement il faut utiliser les perceptions extérieures comme étant des indicateurs, voilà, des indicateurs comme une température, pour se rendre compte de ce qui se passe et l'analyser de manière objective. Mais la réalité, c'est nous qui la créons, c'est dans notre quotidien, voilà, et à partir de là, on transforme ce monde. Ça, c'est important. Et en même temps, c'est de cette façon qu'on gagne souveraineté face à une ingénierie sociale qui est extrêmement puissante, et ces élites savent comment fonctionne l'esprit humain. Et justement, il faut aussi, nous, en prendre connaissance pour hacker ce système. Voilà. Très bien, alors nous allons hacker ce système, ce sera la conclusion de Scheherazade. Absolument, avec discernement, hackons le système. Très très bien, parfait. Voilà. Merci beaucoup Scheherazade pour cette chronique.
Je suis bien contente. Et puis, on se retrouve pour certains. Rejoignez-moi sur ma chaîne, Shera Oui, Lightshine TV. Shera Voilà. Lightshine, oui. Voilà, sur YouTube, les autres réseaux sociaux. La dernière actualité était une magnifique interview que je vous invite à aller voir, que j'ai faite d'Alexandra Brazzaville, un cœur à cœur. Et demain ressortira un cœur à cœur que j'ai eu l'honneur de faire avec Monsieur Dieudonné et qui a été extrêmement invisibilisé. Donc, j'ai pris le risque de la retirer des réseaux et pour la remettre, voilà, parce que c'est quelqu'un qui gagne à être vu sur son côté humain. Donc, je vous invite à venir me rejoindre et à soutenir aussi cette interview qui va permettre de montrer un homme et pas une image. Et ça, c'est important. Très bien. Eh ben, donc, on encourage en effet tous nos internautes à aller suivre Shera sur sa chaîne YouTube. Merci, Sherazade. Merci. Avec grand plaisir, Nicolas. Une excellente journée et à la semaine prochaine. Merci. À la semaine prochaine. Au revoir à tous.